Nouveau numéro de Reporter sur France 24 avec vous, Julie Dungeloff. Bonjour. Bonjour Antoine. Vous êtes de retour de Libye. Ce pays est un peu passé sous les écrans radars de l'actualité brûlante ces derniers mois. Il faut dire qu'il va y avoir des élections en décembre et puis que ces élections ont été reportées. Il n'empêche que les images que vous ramenez montrent que c'est un pays qui va quand même un peu mieux, même si la situation est loin d'être idéale. Oui, il y a une amélioration. Les gens sortent à nouveau dans la rue et c'est une amélioration par rapport à ce qu'ils vivent depuis 2011 et la chute de Mouammar Kadhafi. Cela dit, c'est un équilibre très instable que vivent aujourd'hui les Tripolitains. Les milices sont absolument partout. Tous les soirs, nous avons pu entendre tirer à la Kalachnikov ou à l'arme lourde. Il y a peu ou pas d'argent dans les banques. Les prix ont explosé. La population survit plus qu'elle ne vit. Une vie quotidienne encore difficile. On va découvrir ça dans votre reportage. On vous retrouve juste après. Reportage signé avec James André et Abdallah Malkawi. Comme un défi lancé aux fanatiques. Ces soufis célèbrent Maoulad al-Nabawi, le jour de la naissance du prophète. 4 ans que les rues de Tripoli n'avaient pas connu une telle procession. Il y a un an jour pour jour, 2 de leurs sanctuaires ont été détruits. Cette célébration de multiples saints est une hérésie pour les fondamentalistes qui vénèrent un Dieu unique. C'est une tradition. Et c'était un crève-cœur quand ça s'est arrêté pendant plusieurs années. Tripoli a une longue tradition soufie, cette branche modérée et mystique de l'islam. Ceux qui ne participent pas à cette fête nous sont étrangers. Tous ceux qui participent, ils sont des nôtres. C'est ça la vraie Libye. Cet homme qui nous filme fait partie des renseignements, les Mourabarat. Il contrôle notre interview, hors de question de donner une mauvaise image à un média étranger. Les forces de sécurité sont omniprésentes. Cette année, les autorités ont non seulement autorisé cette procession, mais en assurent la sécurité. Et pour cause, le chef du gouvernement d'Union nationale en a fait un événement très politique. C'est une fête qu'on a célébrée de père en fils depuis des générations. C'est notre tradition. Et j'espère qu'on le refera chaque année. Malgré la menace terroriste, Fayez El-Sarraj, le chef du gouvernement non élu, sait que cette image de lui dans une foule compacte fera le tour des médias libyens. C'est mon peuple, je dois être à ses côtés. Une manière de démontrer que sa politique sécuritaire porte ses fruits. Aujourd'hui, c'est une preuve que le peuple libyen et les habitants de Tripoli vivent en paix, en toute sécurité à Tripoli. Toutes les composantes de la société participent à cette fête annuelle. Et chaque jour, la situation s'améliore un peu plus. Depuis 2011 et la chute de Mouammar Kadhafi, la population survit dans un chaos sécuritaire à peu près total. Le chef spirituel des soufis ne boude pas son plaisir, mais n'est pas dupe de l'agenda politique. Fayez Sarraj, c'est un ami, mais on n'accepte pas la situation. On n'a pas choisi ceux qui nous gouvernent, alors que l'Occident, les ambassadeurs et les présidents, ils les reçoivent partout sur la scène internationale. Le peuple libyen aujourd'hui attend des vraies élections transparentes pour choisir qui ils veulent. Ça peut être lui ou encore lui. Des élections initialement programmées le 10 décembre et finalement repoussées au printemps prochain.
Fakhri El-Krechi est un ancien diplomate. Il est soufi et passionné par l'histoire de sa ville. L'héritage culturel est sous attaque. Voilà le mosquée, Ahmed Bacha. Heureusement, j'ai pris toutes les photos dedans avant de démolir le member et les tombeaux de la dynastie de Garamalli. Vous pouvez nous montrer on a tout détruit. Hein. Mais c'est détruit. Je sais, mais vous pouvez nous dire c'était ici ou... Mais je ne sais pas, moi je n'avais pas de problème avec ces gens-là. Les attaques contre les Zaouïas, ces lieux de culte soufis, ont commencé au lendemain de la révolution de 2011. Les milices extrémistes qui contrôlent la ville imposent leurs dogmes, comme dans cette Zaouïa transformée en mosquée. Encore ici, ça va, parce que je vois les gens de notre tendance. Mais il y a d'autres endroits, je n'entre même pas. Je vous dis, il y a un retour en force d'une idéologie, d'une école de pensée, école entre guillemets, qui veulent imposer sa façon, comment ils voient la religion à sa manière. Depuis 2011, 12 sanctuaires ont été détruits. Nous, ils nous ont détruit notre zaouïa. Des hommes sont arrivés la nuit, ils l'ont rasé, et maintenant ce n'est plus qu'un terrain vague. Moi, parfois, en marchant dans la rue, je crains pour ma vie. J'ai peur de me faire enlever, de me faire dépouiller de mon argent ou de ma voiture. L'État doit d'abord rétablir la sécurité avant tout, même avant la situation économique. La sécurité est l'enjeu majeur et le gouvernement d'union nationale le sait. Nous sommes autorisés à suivre les forces régulières de la police quelques heures. Ils nous emmènent en patrouille dans le centre de Tripoli. Le défi du ministère de l'Intérieur, c'est la quantité d'armes en circulation dans le pays. Nous avons la désagréable impression d'assister à une mise en scène. Aujourd'hui, nous contrôlons les voitures sans plaque ou avec des vitres fumées. La réalité, c'est que la sécurité à Tripoli revient comme tous les pouvoirs aux 4 grandes milices qui contrôlent la ville. Elles se livrent régulièrement à des combats pour marquer leur territoire. En août, de violents affrontements dans la banlieue sud ont fait 117 morts, 400 blessés, 25 000 déplacés. En septembre, un cessez-le-feu a été négocié par l'ONU. Mais toutes les nuits, nous entendons tirer. En octobre, c'est lui, Fathi Bachaga, qui prend les manettes du ministère de l'Intérieur. Ancien homme fort de Misrata pendant la Révolution, il bénéficierait d'une forte influence sur les milices. Et c'est justement la clé du nouvel accord sécuritaire, l'enrôlement des miliciens dans les forces régulières. Bien sûr, il y a des organes parallèles aux organes étatiques. Tous les Libyens, qu'ils soient armés ou non, veulent la sécurité. Cela n'arrivera pas tant qu'il y aura des armes. Il est clair que ces armes appartenaient à l'État et à l'armée. Elles se sont retrouvées entre les mains de simples citoyens qui ont formé des brigades, des groupes armés et des milices. Il faut que ces armes retournent dans les mains de l'État. Il faut motiver les gens à les rendre avec un plan d'échange, ces armes contre de l'argent. Et ensuite, il faudra imposer la loi. En ces temps, les milices ont eu le temps de s'implanter dans toutes les strates de la société. Nous détournons l'attention de nos accompagnateurs pour filmer ces longues files d'attente devant les banques. Ces gens font la queue plusieurs heures pour retirer une somme d'argent limitée. Donc quel est le problème ici? Il n'y a pas de problème. À votre avis, c'est quoi le problème? C'est l'argent. Il n'y a pas de problème. Il est devenu risqué de parler de ces problèmes devant les journalistes. Pourtant, depuis quelques mois, le pays est secoué par une grave pénurie de liquidités.
La crise des taux de change a créé un puissant marché noir qui aspire l'essentiel de l'argent et alimente ces milices. Résultat, plus de cash dans les distributeurs, des prix qui explosent et une population qui s'impatiente. Depuis combien de temps vous n'avez pas eu d'argent? 3-4 mois, plutôt 4 mois. Alors comment faites-vous pour vivre? On fonctionne avec des chèques. On achète ce dont on a besoin avec des chèques. Si tu as besoin d'acheter des aliments ou des fournitures scolaires, eh bien tu payes avec un chèque. Vous n'avez pas de soucis alors? Si, parce que les chèques, les commerçants prennent 25%, 30%, 35% dessus. Ce n'est pas la charité qu'on leur demande, c'est nos salaires, juste nos salaires. Nos salaires. Moi, je voulais simplement 500 dinars pour me dépanner. Même 500 dinars, je prends. Je me suis mise à pleurer et il m'a dit « va pleurer ailleurs ». 500 dinars, soit 300 €. Au bout de quelques minutes, la police tente d'intimider ces femmes en colère. Et pourquoi ils ne nous donnent pas d'argent? Ok, un peu de patience. Petit à petit, on améliore la situation. Le monde ne s'est pas créé en un jour. Ça va aller, mais il faut que vous nous aidiez. Un autre policier en civil cette fois intervient. Remerciez Dieu. Il y a de l'argent, il y a la sécurité, tout va bien. Et regardez là, les hommes de police sont là, tout va bien. Il faut donner une bonne image et Inch'Allah, ça va aller mieux. C'est incroyable. Est-ce qu'ils sont contents de nous voir comme cela dans cette situation? Franchement, nous sommes fatigués, vraiment fatigués. Même les commerçants, ils ne me font plus crédit. Moi, l'épicier de ma rue, je lui dois beaucoup d'argent, j'en peux plus. La population est aujourd'hui prise en étau entre un embryon d'État et des milices ivres de leur pouvoir. Ces jeunes rappeurs avaient à peine 10 ans à la chute de Mouammar Kadhafi. Ils n'ont connu que la violence. Dans leurs chansons, toute la frustration de la jeunesse. فديت من كل الناس فديت من حياتي ما لقيت حد نشكيله نشكي في حكاياتي نزلت دمعتي ما في حد حس بيا متخير شي الدنيا قاعدة تدور زي ما هي الدنيا كسبت عليا لان الدنيا عليا فانية نستنى في الموت الدقيقة والثانية نشبح فوق ندور في النفوس خيرها مش باينة حتى لما نحب يا تكرهني تطلع خاينة معاش نبي نحب اكرهت كل شي يا انا نكذب يا الحب La liberté arrachée lors de la révolution de 2011 apparaît à nouveau étouffée. Meka partage sa vie entre le lycée, un petit boulot et le rap. Nous, on a des problèmes. Ils nous arrêtent parce qu'on chante du rap. Pourquoi on nous arrête? Parce qu'on dit des gros mots? Alors que eux, ils assassinent et ils tuent. Ils nous arrêtent parce qu'on dit des gros mots? On n'insulte pas Dieu. On insulte les problèmes qu'on vit. La moitié de la jeunesse est perdue, elle erre dans les rues, elle rêve de travailler pour une milice. Ils veulent des balles, ils veulent porter des armes. Pourquoi tout cela? Nous, on veut quelqu'un pour nous aider à construire notre avenir, quelqu'un qui s'intéresse à notre jeunesse, qui aidera la jeunesse au lieu de construire des prisons. Nous ne connaissions pas les armes, mais d'un coup, elles sont apparues dans nos vies. Maintenant, on vit avec, on entend tirer, un tel est mort, un tel est mort. Beaucoup de gens qui sont passés à la télé comme moi se sont fait arrêter. Alors je vous le dis, si vous voulez m'arrêter, je serai ici, dans ce quartier. Tous ceux qui disent la vérité se font arrêter ou intimider, alors qu'on dit la vérité. J'espère que cela va aller mieux. On veut que notre pays soit de notre côté. On veut que la Libye nous soutienne, qu'elle soit toujours à nos côtés. Un semblant de paix s'est installé dans les rues de Tripoli. Une ville à la merci des milices.
qui font planer le risque permanent d'un retour au chaos. Et on se retrouve en plateau avec Julie Dungelov qui a réalisé ce reportage à Tripoli. Julie, on voit bien la fragilité de l'État libyen, cette structure qui peine à s'imposer. Et évidemment, sur cette absence, sur ce vide, eh bien, il y a les milices qui prospèrent. Oui, tout à fait. Les milices, aujourd'hui, sont absolument présentes partout, dans les banques, dans les administrations, dans les organes de sécurité, ce qui fait qu'aujourd'hui, le gouvernement d'union nationale est obligé de négocier avec ces milices. Les derniers combats ont lieu en septembre. Depuis, il y a eu un cessez-le-feu négocié par l'ONU, mais on sent que la situation est très fragile et que ça pourrait repartir à nouveau dans le chaos, ce qui inquiète beaucoup la population avec qui nous avons pu parler. Aujourd'hui, leur priorité, ce n'est pas la politique, mais c'est la sécurité. Oui, et avant même, d'ailleurs, l'économie qui ne va pas très bien non plus. Alors, je voudrais qu'on revienne d'un mot sur vos conditions de tournage. On voit bien que la liberté dans ce pays n'est pas garantie aujourd'hui. Et vous-même, vous avez travaillé sous haute surveillance. On le voit avec l'image de cet accompagnateur qui vous est imposé. Oui, tout à fait. Notre accompagnateur officiel du gouvernement qui nous suivait partout. Aujourd'hui, pour travailler en Libye, il faut non seulement des autorisations pour se rendre au moindre endroit, mais on est également accompagné par cet homme-là, par exemple. Il me demande d'arrêter de filmer les files d'attente devant les banques. Et on le ressent également quand on parle à la population. Ils ont peur de s'exprimer. Quand on leur pose des questions, ils nous parlent de leurs problèmes. Ils tournent la tête à droite puis à gauche. Ils se rendent compte qu'il y a une présence policière ou d'une milice et ils changent totalement leur discours. On sent donc qu'aujourd'hui, une chape de plomb sur ce pays. Le retour d'une chape de plomb, exactement, en Libye. Merci beaucoup, Julie. C'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.